L'objectif étant de vous faire découvrir ce que cela signifie au travers de ce mot peut-être qui n'est pas encore bien connu de certains d'entre vous, de vous faire comprendre que c'est une problématique importante actuellement. Donc pour ça, nous avons la chance d'accueillir plusieurs intervenants qui vont vous présenter leur action dans le cadre de cette économie circulaire. Donc plusieurs intervenants. Tout d'abord, on va commencer avec quelqu'un que vous connaissez tous, qui est Monsieur Thierry Maison, professeur d'ingénierie mécanique et créateur des 24 heures de Saint-Jean. Donc je pense que là, je ne vous apprends rien. Donc Monsieur Maison va intervenir et faire une rétrospective de l'action du lycée au travers du programme Chaque année de compte. Ensuite, nous allons faire intervenir notre invité intervenant, Monsieur Lucien De Weber, qui est donc directeur de Chaque année de compte pour la France et l'Europe. Donc, il va nous présenter un petit peu l'objectif et ses fonctions et l'objectif de la démarche de Chaque année de compte et l'implication du lycée également dans ce projet. Ensuite, notre intervenant sera M. Lionel Bruich, donc, qui est responsable de l'association Ecopal, dont la fonction est d'avoir un rôle de conseil auprès des entreprises sur leur politique environnementale et également dans le domaine de l'économie circulaire. Et puis après, nous ferons intervenir donc notre collègue M. Michael Videhem, qui est également professeur de génie mécanique, qui intervient au niveau de la REP et qui met en œuvre en fait tous ces principes, entre autres avec cette machine qui est utilisée dans le cadre de formation et qui a été développée également par des étudiants de BTS conception réalisation système automatique. Donc à l'issue de cette présentation par M. Videhem, nous ferons intervenir des étudiants de BTS CRSA qui ont travaillé sur le système qui est ici présent, qui vous sera présenté, et je leur laisserai vous montrer un petit peu l'objectif de ce système. Voilà un petit peu dans le programme. Un petit rappel quand même, la région Hauts-de-France est impliquée dans une démarche qu'on appelle la REF 3. Parce que vous avez déjà entendu parler de la REF 3, levez la main ceux qui ont déjà entendu parler de la REF 3. Non, la REF 3. Donc en fait, quelques petits mots là-dessus. En fait, c'est un économiste américain qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui a impliqué en 2013, donc la région Hauts-de-France est rentrée dans cette démarche du développement durable et autour de 5 piliers. Et ces 5 piliers, je ne vais pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui, je vais vous faire un cours sur la 3e révolution industrielle. La première révolution industrielle, c'est le charbon, la machine à vapeur, etc. Ensuite, il y a eu le pétrole. Et là, on est dans le cadre de la 3e révolution industrielle avec le numérique. Les énergies nouvelles, etc. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus là-dessus. Donc la région a pour objectif, dans ce cadre, de sensibiliser les entreprises, les jeunes, donc vous, parce que vous êtes les acteurs du monde de demain, sur l'importance de l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire est un des axes qui relie les 5 piliers justement de cette 3e et l'introduction de nos intervenants. Je vais laisser la parole à M. Thierry Maison qui va vous présenter la rétrospective de l'engagement du lycée Saint-Joseph au travers de... Je suis bien content de voir cet amphi rempli avec toutes ces sections d'horizons différents. Mais ce sujet concerne tout le monde, hein, surtout le développement durable, et vous verrez que vous allez apprendre, je pense, plein de choses très très intéressantes de ce qui se fait un petit peu partout en France, en Europe, mais aussi ici, tout proche de nous, dans notre région et même dans le bassin boulonnais. Alors, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on travaille autour de ces petites canettes et ce recyclage de ces canettes. Donc comment c'est né? Donc on a démarré cette démarche en 2010-2011. Alors pourquoi? On a eu à cette époque-là la réforme du bac STI.
Donc on est passé du bac STI ancienne génération au bac STI 2D. Donc est apparue la notion de développement durable avec le 2D du bac STI 2D. Et est arrivé en même temps ce qu'on appelle l'AP. Vous connaissez l'accompagnement personnalisé avec les classes. Et c'est né dans ces années 2010-2011. Et en AP, ben on s'est dit qu'au départ avec les classes de seconde, puisque la réforme a commencé en seconde, hein, comme à chaque fois, on s'est dit, ben tiens, en AP, on va essayer de monter un petit projet éco-citoyen. Et donc on a décidé, on a vu que dans l'établissement, il y avait des distributeurs de boissons, des canettes qui étaient un petit peu laissées traîner sur les tables, mélangées dans différentes poubelles, etc. Et donc on a dit, on va essayer de récupérer ces canettes et puis déjà de les trier. Alors, existaient déjà à l'époque également les 24 heures de Saint-Jean. Les 24 heures de Saint-Jean étaient à l'époque fortement consommateurs de matériaux, d'acier, d'alu, de plastique, etc. Et tout de suite, on a fait le rapprochement avec ces canettes et on a dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de récupérer ces canettes pour compenser l'utilisation et la consommation de métaux dans nos voitures. Alors, si je fais un petit parallèle avec la voiture qui est là, la petite canette et la bauxite, je ne vais pas m'étendre sur la bauxite parce que Lucien va en parler tout à l'heure. D'après vous, pour fabriquer une voiture comme ça pèse 2 kg. D'après vous, il faut combien de canettes en aluminium pour reproduire une voiture de 2 kg? Alors déjà, ça pèse combien de canettes? 500 grammes. Quand elle est pleine. Et ça pèse 12 grammes. Donc il faut à peu près 150 canettes pour refabriquer une petite voiture comme ça. Alors, l'objectif était de récupérer la masse équivalente à la fabrication de 20 voitures de course. Donc c'était à l'époque 2 kg x 20 voitures, 40 kg d'aluminium. Et on a récupéré cette année-là 350 canettes la première année. Et c'est également la première rencontre avec Lucien qui se déplace au lycée pour la première fois, en 2010 ou 11. Hein. Voilà un petit peu pour le démarrage de l'histoire avec chaque canette de comp. Ensuite, on a fabriqué le premier prototype de compacteur avec à l'époque les BTS MAI. Alors les BTS MAI, c'était les ancêtres des BTS CRSA. Le BTS CRSA étant apparu à peu près en même temps que la réforme du bac STI 2D, hein, 2012-2013. Et donc, on a fabriqué le premier compacteur. 8500 canettes récoltées, 106 kg d'aluminium, 1 tonne de CO2 économisée. Chaque année compte, toujours présent, on a réalisé, si tu te rappelles Lucien, une petite voiture verte, chaque année de compte qui a fait les 24 heures de Saint-Jean. Et on a eu la chance également, grâce à Lucien, chaque année de compte, d'être invité aux 24 heures du Mans, dans le village Le Mans vers le futur, pour présenter avec un petit stand tout ce qu'on faisait autour des 24 heures et des canettes. Et on a présenté également le premier compacteur au village 2D des 24 heures de Saint-Jean 2011. Et puis j'ai une petite vidéo, donc ça date de 2011, et on était déjà sur les compacteurs de canettes en 2011. Avec le compacteur version 1. Voilà, avec les canettes pas trop bien guidées, etc. Mais en fait, c'était le premier prototype. Voilà, qui avait un peu de mal à écraser d'ailleurs. En 2012, les entreprises du bassin boulonnais rejoignent notre aventure chaque année de compte. Donc je ne vais pas tous les citer, mais la communauté d'agglomération boulonnaise, Auchan et d'autres entreprises nous ont rejoints et nous amené leurs canettes à Saint-Jean, que nous écrasions. La collecte devient un défi du Collège Trophy. 10 collèges du bassin boulonnais dans la course. C'est-à-dire que, en plus des entreprises, 10 collèges ramassaient et triaient les canettes et on a lancé le concours Recycling Trophy avec les collégiens du Collège Trophy et on récompensait chaque année le collège qui nous ramenait le plus de canettes. Le bénéfice financier de la revente du poids du métal a été offert à des entreprises caritatives boulonnaises et l'entreprise Praxi-Bourbier Étape nous a repris toutes ces canettes. Voilà, quelques photos. Vous voyez, ça faisait du monde dans la veine.
Voilà. Donc on a réussi en 2012 à quasiment remplir la benne d'un camion de canettes écrasées. Hein, vous imaginez que ça fait du travail et beaucoup de canettes et de containers. Entre 2013 et 2015, on a conçu le deuxième compacteur, qu'on a appelé version 2.0, par toujours les BTS MAI, pour un projet officiel de BTS. Donc l'épreuve de projet de BTS MAI, certains étudiants l'ont passé sur la conception et la fabrication de ce compacteur. La collecte devient le concours qui fait gagner au Collège Trophy, puisque cette année-là, on a dit le collège qui nous ramène le plus de poids, de masse d'aluminium, est directement qualifié aux 24 heures de Saint-Jean. Donc ça devient une épreuve importante du Collège Trophy. 108 kg récoltés. C'est énorme, 108 kg avec 12 grammes par canette. Hein. Alors, à l'époque, donc ça c'est deuxième fois aux 24 heures du Mans, toujours grâce à Lucien. Avec mon collègue Daniel, on a été invité aux 24 heures du Mans. On a eu la chance d'avoir des passes pour les paddocks. On avait accès très près de la piste. Véronique était là, je pense, Véronique est note. Hein. Et voilà, super expérience, les 24 heures du Mans, dans les stands, assister au ravitaillement des voitures à 3 mètres, etc. Magnifique expérience. Toujours grâce à cette opération, chaque canette compte. Alors, en 2015, c'était Fred Courant de C'est pas sorcier qui était le parrain des 24 heures et qui découvre le Recycling Trophy aux 24 heures de Saint-Jean. Donc vous avez une photo en bas à gauche là-bas puisqu'on recyclait les canettes aux 24 heures de Saint-Jean. 2016, le deuxième compacteur, déjà un petit peu plus de mise au point, une canette qui roule toute seule. Et ça, c'est la machine qui a permis aux étudiants de passer leur examen de projet BTS en 2016. 2017, conception d'un troisième compacteur, 3.0, hein, qui lui était capable de trier l'alu et l'acier. Donc là, on met une canette, puisque je ne l'ai pas dit, mais je pense que Lucien le dira aussi, il existe des canettes en alu, des canettes en acier. La machine est un petit peu intelligente, on met une canette, quel que soit son matériau dedans, et elle trie, et elle écrase la canette, elle met l'acier dans un bac, l'alu dans un autre bac. Ce qui permet à l'homme, entre guillemets, de ne pas trier à la main. Rétrofit, alors, d'un bras robot pneumatique manipulateur, donc ça c'était un petit peu, vous allez voir, pour s'amuser. On a rétrofité, ça veut dire modifié, remis au goût du jour, une machine qui est un bras robot, et on lui a demandé à ce bras robot de verser le contenu d'une canette dans un mug. Donc on s'est amusé avec les élèves à faire ça. Et puis David Lowe, l'animateur de On n'est pas que des cobayes, qui était le parrain de l'édition 2017, qui est venu, vous le voyez en bas, dans l'atelier de BTS CRSA, qui est venu assister et discuter avec les étudiants de BTS à l'époque sur la conception de ce fameux compacteur 3.0. Donc très enrichissant pour les élèves. Et voilà, vous voyez à gauche le petit robot qui verse une canette dans son mug. Donc vous voyez qu'avec les canettes, on en fait des choses. Et tout ça dans l'apprentissage. Hein. J'ai dit on fait ça pour s'amuser. Pas que, c'est ludique, mais on apprend beaucoup de choses en programmation et en réalisation. 2018, les 24 heures de Saint-Jean et le lycée Saint-Joseph sont récompensés par le premier trophée des canettes d'or pour le prix du meilleur site d'initiative durable. Donc on était invité, tout à l'heure je cherchais le nom du lieu, c'était le Life Point Trocadéro, où on a été honoré par la remise de ce prix qui est là-bas sur le pupitre, si vous le voyez, je l'ai ressorti hein, pour la petite histoire. Et voilà. Donc, le site durable. Alors, il faut savoir qu'il y a 2000 sites participants aujourd'hui, même plus que 2000 sites participants. Je vous rassure tout de suite, ils ne vont pas s'afficher ici. Arnaud, tu peux nous mettre les nominés. Voilà, donc on a ici une sélection à nouveau de 12 nominés, qui illustre encore une fois cette grande
diversité et surtout cette adaptabilité de nos programmes, des diverses prestations et des divers services que peuvent fournir nos partenaires de collecte. On retrouve ici des collectes dans des parcs de loisirs, dans des grandes enseignes de la distribution, des projets là chez La Poste, et aussi la collecte dans les bureaux de PepsiCo, Vinci Autoroute sur les aires d'autoroute, Relais H Café et aussi des établissements scolaires. Et je vais avoir l'honneur de remettre ce prix. J'ai toujours rêvé de faire ça. Alors la canette d'or du site durable revient plutôt au lycée Saint-Joseph. J'appelle Thierry Maison, qui est tout là-bas. Alors Thierry, bravo, ça fait aussi longtemps qu'on se connaît. Tu as été un des premiers sites aussi à participer au programme Chaque Canette Compte avec le lycée Saint-Jean, comme on l'appelle. Mais ce qui a plu au jury, c'est pas tant d'instaurer le tri, la collecte dans un lycée, ok, c'est déjà très bien, mais c'est qu'on a parlé au jury d'une intégration dans le cursus pédagogique des élèves du recyclage du métal, de la fabrication de machines, de compacteuses en classe de BTS MAI, et surtout des 24 heures de Saint-Jean, une course de modèles réduits où les élèves, toutes les écoles qui participent, doivent ramener des canettes collectées à l'année, et ça compte dans les résultats. Ben nous, moi je vais remercier énormément Lucien parce qu'on se connaît depuis le début, également le stagiaire, etc. Enfin, c'était dit tout à l'heure. Et oui, on travaille énormément pédagogiquement là-dessus et donc sur des projets qui sont réalisés dans le cadre de la formation réelle des élèves. Là, c'est un projet de BTS MAI, maintenant CRSA, conception et réalisation de systèmes automatiques. On trie les canettes, on fabrique les machines, on compacte les canettes, ça prend moins de place et on revalorise. Et sur l'aspect 24 heures de Saint-Jean, nous récupérons les canettes puisque pour fabriquer ces petites voitures, on consomme du métal, on consomme de l'acier, de l'alu, et on essaye avec les élèves de récupérer les canettes pour refabriquer ces pièces et faire un impact, on va dire, carbone zéro sur la récupération de bauxite et de minerai de fer pour la fabrication de nos pièces. Voilà, donc on a un peu zappé quelques étapes du cycle de vie que je connais un petit peu par cœur. Voilà, donc un grand merci. Merci à toi Thierry, merci. Voilà. Et donc, pour finir, dernière édition des 24 heures en 2019, 100 kg de canettes alu récoltées qui ont été transportées à... Cette fois-ci, donc j'ai mis entre guillemets, c'est par notre collègue Philippe Vérité, que j'ai les transports Vérité, puisque c'est toujours lui, sur les derniers temps, qui emmène les sacs et qui les emmène chez Cash Metal pour cette année-là, pour le recyclage et pour la revente du métal au poids du métal. Et puis, mini-projet d'apprentissage. Alors ça, c'est pour cette année. Les étudiants vous le présenteront tout à l'heure, un mini-projet de compacteur didactique qui va permettre aux premières années de BTS d'apprendre le b.a.-ba, de l'automatisme, avec quelque chose de très simple, mais qui sera quand même fonctionnel. Vous verrez, ils travaillent dessus depuis le mois de septembre, la machine est terminée. Et puis on va en profiter, puisque tout ça, avec cette crise du Covid, a été un petit peu mis entre parenthèses. Donc on en profite avec cette conférence pour relancer l'opération Chaque année de compte dans l'établissement. Vous allez retrouver à partir de cette semaine ou la semaine prochaine des containers un petit peu partout dans l'établissement où vous allez pouvoir venir. Enfin, moi je vous invite et je vous encourage aux canettes que vous buvez dans l'établissement de les mettre dans les containers. Si vous en buvez chez vous, ramenez-les dans l'établissement. Et comme je disais cette semaine encore aux élèves, je fais du VTT tous les vendredis après-midi dans la campagne là. Et franchement, encore vendredi dernier, si je me baladais avec un sac poubelle sur moi, tous les semaines, je ramène un sac poubelle plein de canettes avec toutes celles qui traînent dans les bas-côtés. Encore actuellement. Voilà, pour la petite rétrospective. Thierry, on te remercie beaucoup pour cette petite rétrospective qui a permis de mettre un petit peu le contexte de la conférence d'aujourd'hui et te remercier pour tout l'investissement au travers de ce projet et l'implication des étudiants et des élèves autour de ce projet. Donc je pense qu'on peut en profiter, on peut applaudir M. Maison pour ce travail. Je pense,
Voilà. Alors, un grand merci Thierry. Donc on va poursuivre un petit peu cette conférence et je vais inviter au micro donc monsieur Lucien de Bévert, donc de Chaque année compte. Merci. T'as vu la pêche? Ouais, droite-gauche. Merci, bonjour à tous. Merci Thierry pour ce petit retour en arrière. Ouais, ça ne nous rajeunit pas, ça fait 10 ans maintenant. On avait un peu plus de cheveux à l'époque. Mais voilà, oui, donc je vais profiter de ma venue aujourd'hui pour refaire un petit topo sur la production de la canette. Je sais que ça peut intéresser certaines sections. Mais on va aussi parler donc, du recyclage, comment on pratique le recyclage en France notamment, et dans d'autres pays. Et enfin, oui, le programme Chaque année compte, Thierry m'a dit qu'il y avait des sections plutôt axées sur la communication ici dans l'amphi. Donc, bon, effectivement, c'est un programme avant tout de communication sur le recyclage. Donc, quand Thierry parlait des 24 heures du Mans, effectivement, on n'y était pas pour s'amuser, on y était surtout parce qu'on avait une énorme campagne de collecte de canettes là-bas, qui se poursuit d'ailleurs aux 24 heures du Mans. Aux 24 heures du Mans, il y a notamment beaucoup d'Anglais. Les Anglais boivent énormément de canettes, c'est bien connu, et pas que du coca. Donc on est là-bas pour les collecter, vous le verrez en fin de présentation. Alors, déjà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur l'emballage. C'est vrai qu'on a tendance à faire la chasse à l'emballage, notamment surtout les emballages plastiques. Mais c'est un petit peu comme, finalement, c'est un peu comme les vaccins. On a oublié en fait pourquoi on vit dans un monde avec des emballages. C'est pareil pour les vaccins, pourquoi il y a des vaccins. C'est celui dont on n'a pas besoin, donc il faut en faire le moins possible. Malheureusement, si on en consomme énormément, c'est bien qu'ils ont une fonction première. Et cette fonction première, on a tendance à l'oublier, c'est aussi de nous protéger en fait. C'est protéger ce qu'on mange, protéger nos aliments. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique, je me limiterai à la canette, mais l'emballage, avant tout, c'est avant tout une question sanitaire. C'est pour éviter qu'il y ait des développements bactériens et autres dans tout ce que vous mangez, dans tout ce que vous buvez. Et aujourd'hui, voilà, on a des produits qui peuvent se conserver longtemps, qui vous rendent pas malade une fois sur deux. Et ça, voilà, c'est déjà la fonction première. Et aujourd'hui, effectivement, dans la troisième révolution industrielle, dans l'économie circulaire, il faut absolument que les emballages qu'on produit, déjà il faut les limiter, et il faut surtout les faire de manière circulaire, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils soient éco-conçus dès le début et qu'ils se recyclent, ou qu'on puisse les re-remplir, comme il se passe par exemple avec certaines bouteilles, les bouteilles en verre consignées, où on peut là complètement les laver et ne pas les recycler mais les réutiliser. Donc voilà, donc il faut produire efficacement, et c'est un petit rappel sur l'emballage. Alors si on se focalise sur la canette en elle-même, alors ça je pense que vous connaissez un peu ce personnage, surtout ici à Boulogne. La canette finalement est un emballage assez moderne, parce qu'elle est arrivée finalement assez récemment. Je disais en intro que l'emballage est important, donc depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à emballer, à protéger ses aliments. Donc il y a eu le verre d'abord, et d'autres formes d'emballage plus simples. Et en fait, pour l'histoire de la canette, elle est liée à Napoléon, parce que en fait, il avait tendance à dire que des soldats bien gérés, il faut surtout gérer leur estomac. Et quand il avait envie d'aller du côté de la Russie, comme vous le savez sans doute, l'un des enjeux était comment nourrir ces soldats aussi loin, des soldats en mouvement, qui partent aussi loin de chez eux dans des conditions justement très, très précaires en Russie. Et en fait, il avait mené une grande campagne scientifique sur bien des aspects, et notamment sur la conservation des aliments, on y revient. Et sur cet aspect, je n'ai pas envie que la moitié de mes soldats soient décimés et par les Russes et par la dysenterie ou autre. Et en fait, Nicolas Appert, pour ceux qui connaissent, avait inventé, grâce à ce concours, l'apertisation, qui est en fait, pour schématiser, c'est ce qu'il y a eu avant la pasteurisation, si ça vous parle un peu plus. Et très schématiquement, en fait, il avait créé des emballages en verre dans des bocaux qui scellaient. Et il avait remarqué que s'il les ébouillantait, le contenu scellé dans l'emballage en verre, en fait, ça pouvait conserver vraiment les aliments. Et Napoléon a donc réussi à mener sa grande armée aussi loin, notamment aussi grâce à ces supports logistiques, donc ces conserves en verre qui étaient apertisées grâce à ce système, et qui donc protégeaient ce que mangeaient les soldats
et les protéger des maladies. Après, ça a été repris par les Anglais, comme souvent, et ils l'ont fait dans des contenants en acier, en métal. Ça donne la boîte de conserve que vous connaissez tous, et la boîte de conserve a donné plus tard pour la boisson la canette. Alors je ne vais pas vous refaire tout l'historique parce que c'est pas non plus un cours d'histoire, mais c'est quand même sympa de rappeler un peu les grandes dates. Donc c'est pour ça que c'est assez récent finalement, la canette, parce qu'en fait elle a été surtout créée en 1935 aux États-Unis. Donc vous voyez un peu la tête que ça avait avant, ça ressemblait à plus ou moins une bouteille. Et surtout en France, elle est arrivée dans les années 50, donc finalement assez récemment. Et alors après, il y a eu des systèmes déjà dès le début, c'est pour ça on parle déjà d'éco-conception. On n'a pas attendu la mode du développement durable pour déjà se poser ces questions-là. En fait, l'industrie à l'époque, surtout pour des aspects économiques, avait besoin de produire des emballages à faible coût, efficaces. Et on se posait déjà des questions de réduction de la matière. Tout à l'heure, Thierry parlait des canettes en acier. Donc ça, c'est très récent. Il y avait encore des canettes en acier chez nous il n'y a pas très longtemps. L'usine de Dunkerque produisait des canettes en acier. Et c'est pour ça, effectivement, que la machine avait un peu de mal, elle était un peu plus robuste. Aujourd'hui, la quasi-totalité des lignes dans le monde sont en alu. En France, maintenant, toutes les usines de canettes, j'y reviendrai, sont en alu, qui est beaucoup plus léger. Et donc, effectivement, les canettes acier que tu as connues il y a 10 ans, c'était 20-24 grammes. Aujourd'hui, elles pèsent 12 grammes. Et ça, c'est déjà aussi une manière d'économiser beaucoup de matière. Il y a eu la languette, la fameuse languette que vous connaissez qui reste, ça s'appelle le stay on tap, c'est donc la petite languette qu'on ouvre qui reste sur la canette. Mine de rien, on n'en parle plus parce que c'est acquis maintenant, mais c'était à l'époque déjà une petite révolution verte entre guillemets, parce qu'il faut vous souvenir, si vous voyez des anciens films, vous verrez que les languettes des canettes, elles s'enlevaient, mais comme un bouchon de bouteille en fait. Après, elles partaient, elles étaient désolidarisées de l'emballage. Donc avant même les réflexions d'économie circulaire, de recyclage, il y avait tout bonnement de la logique qui voulait, bah, tiens, on va essayer de pas ouvrir des canettes avec des petites capsules d'alu qui se perdent dans la nature. Et donc on a créé cette fameuse ouverture qui reste fixée. Et aujourd'hui, seulement par exemple la bouteille plastique le met aussi en place sur ces emballages aujourd'hui. Alors en France, justement, elle est arrivée assez récemment, et elle est arrivée en fait chez nous, parce que la canette, elle est produite ici en France. Hein. L'emballage, justement, c'est une industrie qui se doit d'être au plus près des consommateurs. Il faut que toute la logistique soit extrêmement réduite pour couvrir la demande. Et il y a eu donc une des premières usines en Europe, c'est ici à Dunkerque, à Bienne très exactement, pas très loin, qui a ouvert donc à la fin des années 80. Et voilà, en fait, elle est made in France, cette canette. Enfin, ça, pareil, on a tendance à l'oublier, mais l'industrie de l'emballage, c'est une industrie locale, c'est pas en Chine que ça se passe, c'est chez nous. Et 80% des canettes que vous consommez, mais c'est valable d'ailleurs pour tous les autres emballages, sont produites ici en France. Ça représente, c'est une industrie, hein, donc c'est aussi toute l'importance en fait de ça. On parle ici de production industrielle parce que vous allez voir les chiffres juste après qui sont assez vertigineux pour la demande française. Ça représente 1000 emplois et je crois 4000 emplois indirects en France. Alors aujourd'hui, justement, les chiffres ils sont ici. On produit 6 milliards de canettes en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 6 milliards. On avait tendance à dire avant que si on les mettait une à une, comme ça, si on faisait une tour de canettes, avec seulement la production française, hein, je parle que des canettes produites chez nous, on ferait un aller-retour Terre-Lune sur une production d'1 an. Donc c'est juste faramineux. Chaque jour ici à Dunkerque, dans l'usine de Baule, c'est comme vous voyez des fois dans les séries, les usines de journaux où ça défile, et s'ils font pas des millions de canettes par jour, ça va pas. Donc c'est vraiment une usine qui fonctionne H24, et je pense qu'ils ferment une seule fois dans l'année. Et il y a évidemment des canettes qui sont produites par exemple à Dunkerque et qui vont rayonner localement, c'est-à-dire en France, mais pas que, aussi en Belgique et aux Pays-Bas, donc il y a quand même de l'exportation. Et il y a aussi de l'importation. Vous connaissez la célèbre marque Red Bull par exemple. Eux ne produisent pour l'instant qu'en Autriche, et donc effectivement c'est une usine autrichienne qui est remplie et qui rayonne ici sur le marché français par exemple. Et aujourd'hui on estime qu'en France, 60% des canettes sont en alu, et il reste encore donc 40% de canettes acier, parce que certains pays comme l'Espagne, et comme nous précédemment, ont encore des lignes en acier. J'y reviendrai après quand on parlera de recyclage. En fait, acier-alu, il n'y a aucune différence pour le consommateur, c'est du métal, ça se recycle à l'infini. C'est juste qu'effectivement l'alu se revend plus cher parce que c'est une conception un peu différente. L'acier par contre a été aimantable, donc c'est plus facile aussi pour le tri. Et c'est l'un de nos enjeux aujourd'hui, c'est de compenser justement ce passage acier-alu, mais de garder des taux de recyclage efficaces. Ça on y reviendra par la suite.
Voilà, donc un petit mapping de ce qui se passe en France. Donc voilà, c'est vraiment une industrie localisée chez nous. Vous avez en bleu les usines de fabrication de canettes. On a la petite canette tout en haut ici à Dunkerque. Il y a une autre usine de fabrication près de Nancy. Il y en a une autre dans le sud. Et ce que vous voyez en bas à gauche, là, dans le sud-ouest, c'est l'usine qui fabrique les couvercles. Parce qu'en fait, la canette est en deux parties. Finalement, on appelle ça une cup. C'est comme un mug qu'on étire et qu'on vient sceller avec ce fameux couvercle emblématique de l'emballage. Les autres sites, bah, c'est les remplisseurs. C'est les Coca, c'est les brasseurs, c'est les Pepsi, c'est les eaux. Toutes les marques que vous connaissez bien et qui, de même, remplissent ici, chez nous en France. Et vous voyez, quand on regarde cette carte de France, en fait, vous voyez que les remplisseurs sont à côté des fabricants. Idem, c'est une logique implacable. Ici à Dunkerque, vous avez l'usine de canettes qui existe depuis les années 80. Pourquoi? Parce que tout de suite après, il y a eu la grosse usine de Coca-Cola qui a ouvert aussi à Bierne. Et en fait, du coup, ils ont des camions spécifiques qui ne peuvent pas rouler sur les routes, qui sont des camions gigantesques et qui ne font que 100 mètres entre les deux usines. Donc évidemment, les gains en logistique et donc en émissions de gaz, quand vous vous rappelez qu'il y a des millions de canettes qui sont produites tous les jours, tout ça est non négligeable évidemment. Voilà, alors si on dézoome encore un peu plus, juste pour terminer sur les chiffres, dans le monde, évidemment, par exemple aux USA en 2020, il y a eu 105 milliards de canettes. Encore une fois, il faut se rendre compte de ce chiffre faramineux. Et 70 milliards de canettes qui sont fabriquées chez nous en Europe. C'est des chiffres qui vont croissant, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'y reparler, mais en ce moment, il y a un gros bashing du plastique. Du PET, donc de l'emballage bouteille en plastique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, un peu comme le diesel pour l'essence, finalement, on constate qu'on a un déport. Il y a des marques qui produisent de plus en plus en canettes, qui convertissent des produits qui existaient avant en bouteille en canette. Par exemple, on a de plus en plus d'eau plate en canette. Ça existe en Belgique depuis assez longtemps d'ailleurs. Il y a du vin en canette aussi, ça va peut-être faire hérisser les poils de certains, mais les étrangers n'ont pas de problème avec ça. Et donc forcément, à partir du moment où vous avez une industrie énorme, le plastique c'est beaucoup plus gros que la canette par exemple, en termes de part de marché de production. Et, il suffit que le plastique produise un peu moins et forcément ça rayonne sur les autres marchés. Et en fait, l'industrie de la canette est forcée de suivre parce qu'on a des demandes croissantes. Donc tant mieux pour la région, tant mieux pour l'usine de Dunkerque notamment. Et évidemment, il n'y a pas que, je dirais, ce jeu de passe-passe entre les emballages qui fait ces chiffres-là. Il y a aussi le fait que la canette est un emballage moderne. Je pense qu'ici, vous en consommez tous. On aurait fait la même réunion dans une maison de retraite. Je pense que bon, très peu de gens ont consommé la canette. C'est un emballage avant tout qui cible un public assez jeune de consommateurs. Et quand on parle de livraison à domicile, quand on parle de fast-food, de restauration rapide, évidemment, on retrouve beaucoup de cet emballage. Alors là, je vais revenir donc à la production de la canette, maintenant qu'on sait ce que c'est cet emballage. Comment on produit une canette, et justement, vous allez voir que face à cette demande énorme de milliards de canettes dont on a besoin de fournir la demande, on va voir ce qui est bien dans la boucle et ce qu'il faut éviter. Alors, la canette, tout démarre, en fait, on a envie de dire le tableau est pas mal parce que là, vous avez une liste des principaux constituants de notre planète Terre, en fait, des principaux atomes qu'on retrouve dans notre sol, et ça tombe bien, l'aluminium est dedans. Donc, on a envie de dire, bon, bah, super, on a ici un substrat, une base de production où finalement ça déborde. Mais c'est pas si évident que ça. Parce qu'en fait, l'aluminium, il ne se trouve pas de manière pure dans notre croûte terrestre, dans notre manteau terrestre, il se retrouve forcément fixé à d'autres atomes. Et on l'a notamment ici dans la bauxite, je crois qu'il y a un petit échantillon ici, c'est une roche très rouge, où dedans on va retrouver des oxydes d'aluminium. Alors d'ailleurs, Cocorico, ça s'appelle la bauxite comme roche, parce que ça a été découvert, encore une fois très récemment, je crois que c'était en 1800 et quelques, au 19e siècle, dans les Baux-de-Provence, donc dans le sud de la France, et c'est pour ça que cette roche s'appelle la bauxite. Mais aujourd'hui, en fait, Oui, je te coupe 2 secondes. Je crois même que la France était premier producteur mondial dans la fin des années 90. 1890, non? Les années 90. Ah, tu penses encore, ouais. C'était en Maurienne et dans le sud de la France. Ouais, c'est possible. En tout cas, je sais que la France était le premier extracteur de bauxite.
Aujourd'hui, ces sites-là ont fermé, un peu comme les mines qu'on a ici dans le Pas-de-Calais également. Et aujourd'hui, les principaux gisements, c'est ce que vous voyez à l'image ici, c'est la Jamaïque, le Brésil, la Guinée, la Chine et l'Australie. Et c'est là où on fait l'extraction de cette bauxite. Alors, c'est là où le bas blesse en fait. C'est que finalement, la principale consommation en énergie, la principale pollution, elle vient de cette extraction de la bauxite, qui sont des sites. Vous pouvez voir sur internet des images, ce sont de l'industrie quand même assez lourde, c'est l'extraction de la bauxite. On a la même chose pour la bouteille en verre, hein, finalement, je dirais c'est des emballages un petit peu qui ont une base, voilà, on va chercher de la silice, on va chercher de l'aluminium, là où le plastique est un emballage moderne dans le sens où là c'est plutôt le pétrole qu'on va chercher et qu'on va modifier pour créer des assemblages de plastique. Nous, notre problème pour le verre, pour l'acier et l'aluminium, c'est ça, c'est l'extraction de la bauxite. Et en fait, ce qu'on extrait, ça va être pour les chimistes de l'oxyde d'aluminium, et c'est là où vous voyez que l'aluminium, il n'est pas tout seul comme ça à se balader, il est en fait greffé à des atomes d'oxygène. Et en fait, ce qui se passe pour extraire l'aluminium et pour avoir vraiment que ce fameux gisement d'aluminium qu'on connaît, il faut en fait faire de l'électrolyse. Ça se passe ici dans ces espèces de grosses machines. Vous avez des anodes et des cathodes, c'est cette espèce, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, de gros pieux avec c'est comme une pile en fait. Et l'idée c'est bon je vous passe les détails, hein, il y a des vidéos d'ailleurs sur internet qui expliquent ça beaucoup mieux que moi, mais en fait les atomes sont chargés électriquement, positivement, négativement, et l'idée de l'électrolyse c'est de passer un courant dans cette poudre blanche que vous avez vue, qui est mise en solution liquide, pour faire séparer l'oxygène de l'aluminium, et donc de ressortir avec ça que vous connaissez sans doute beaucoup mieux, ce fameux liquide qu'il ne faut pas toucher, hein, qui a des centaines de degrés, qui est là de l'aluminium pur. Alors l'aluminium pur, déjà il a une première application, c'est la fameuse feuille d'aluminium que vous avez peut-être chez vous, voilà, c'est l'aluminium pur. Mais il a un souci, cet aluminium, il est, comme vous le savez sans doute, vous l'avez sans doute manipulé, il est très friable en fait, hein, une feuille d'alu, ça se plie. Donc comment faire derrière des applications résistantes, des voitures, alors des voitures Peugeot, mais les vraies aussi, ou de l'emballage, où je rappelle il faut protéger le contenant, en fait on va faire des alliages. Et là pareil, je ne vous détaille pas tout l'ensemble, en fait des alliages, on va rajouter d'autres atomes, d'autres métaux, un peu de cuivre, un peu de ceci, c'est un petit peu une petite soupe, pour justement avoir des propriétés de l'aluminium, cette fois-ci beaucoup plus résistantes, et faire après d'autres applications comme l'emballage, l'aéronautique, l'automobile, la construction, etc. Voilà, donc on a fait un petit tour de piste de comment on produit de l'aluminium et donc comment on fournit du métal aux canettes, et avec comme premier postulat que bon, c'est très bien, mais c'est très polluant à cause de l'extraction de la bauxite. Et c'est là tout l'important et tout l'enjeu du recyclage. Et donc, dans ce célèbre film où c'est pareil, hein, c'est la même chose, on plonge non pas un anneau mais les emballages dans des bains de lave en fait, un petit peu d'aluminium, et ça refond. C'est aussi simple que ça, le recyclage, c'est vraiment ça. Le problème c'est pas le recyclage en lui-même, c'est simplement remettre la canette dans un bain d'aluminium pour remettre du gisement. C'est exactement comme dans votre soupe, vous remettez ce que vous voulez dedans, de la pomme de terre, des carottes, ça va augmenter votre soupe, c'est pareil. Là, le problème, c'est au niveau de la collecte. Comment faire pour pas que les canettes se perdent dans la nature, là où Thierry fait du vélo le vendredi après-midi. Et donc, en fait, le recyclage, il est assez facile à expliquer. Alors, je crois que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu ces images avec Thierry. Mais la grosse propriété des métaux, c'est qu'ils se recyclent à l'infini. Ça aussi, c'est assez important. Vous voyez beaucoup de communication, beaucoup de produits, et maintenant c'est recyclable, la bouteille recyclée, tout est recyclé. Mais en fait, il faut voir le prisme d'un peu plus loin. Est-ce que la bouteille recyclée, elle est recyclable elle aussi? En fait, il y a de l'usure. Le papier carton, c'est pareil. Alors, le papier carton, c'est très bien, mais on parle souvent des 7 vies du papier, parce qu'une feuille blanche, donc du papier un peu pur, va pouvoir être recyclée pour donner du carton d'emballage, qui va pouvoir lui-même être recyclé pour donner de la boîte d'œufs, mais après, c'est consommé et malheureusement, il y a une déperdition. Et ça, c'est une grande propriété que l'alu, même l'acier et d'autres métaux ont, c'est que le métal ne cesse jamais d'être du métal. Et ça, dans une économie circulaire, pour justement éviter de produire, d'extraire de la bauxite, c'est hyper important. Donc, la collecte de canettes, mais pas que, hein, la collecte, le recyclage de vos voitures, de vos téléphones, etc., nous permettrait idéalement d'extraire beaucoup moins de bauxite.
Derrière, effectivement, on va faire un tri, donc le fameux tri sélectif que vous faites, j'espère, tous à la maison. Alors avant, quand les canettes étaient en acier, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que l'acier était très bien recyclé, c'est aimanté. Donc c'est assez facile, il y a des aimants dans les centres de tri, hop, ça prend tous les boîtes de conserve, toutes les canettes, ça peut être recyclé. Pour l'alu, en fait, il faut des machines à courant de Foucault. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'électrolyse. En fait, c'est finalement une sorte d'aimantation électrique. En fait. Donc c'est un peu plus compliqué, il faut équiper les centres de tri. Mais il y en a déjà une bonne partie qui sont équipés aujourd'hui, heureusement. Et une fois qu'on trie ces canettes, on les met ce qu'on appelle en balle. Donc en fait, on les compacte, hein, comme ce que vous voyez déjà avec les automobiles, c'est la même chose. On va compacter tout ça. Parce que pareil, le principal défaut de la collecte d'emballage, bah, c'est quoi? On collecte des emballages vides. Donc on transporte du vide. Donc c'est un petit peu dommage. Donc l'idée, voilà, c'est de les compacter en ces petites balles. Vous voyez qu'elles font près d'une tonne une fois que c'est compacté. Et après, en fait, tout simplement, on les broie. On fait des petites chiquettes d'aluminium. Et ces mêmes chiquettes d'aluminium vont aller dans ces bains. Vous allez voir en vidéo juste après. Ce sera beaucoup plus parlant que ce que je raconte ou des images, pour être fondus et reformer ces énormes lingots. Ces lingots, après, vont partir dans différentes applications. Pour l'emballage, on a besoin en fait de bobines. Donc en fait, le lingot que vous avez vu juste avant, il va passer sur des longs circuits où il va être refroidi, réchauffé, étiré, pour finalement faire comme un papier d'alu, mais beaucoup plus épais, quoi. Et c'est ça qui est fourni, ces fameuses bobines, c'est ça qui est fourni aux usines de fabrication de canettes. Voilà, après on fabrique donc les canettes, vous verrez ça en détail dans la vidéo juste après. Et les canettes, après on les décore, il y a des décoreuses à 360 degrés, hein, vu que la canette c'est pas comme une bouteille, il n'y a pas d'étiquette, en fait on applique vraiment le décor tout autour, c'est ce qui la rend aussi d'ailleurs assez sympa. Et on recommence. Exactement comme le Terminator pour ceux qui connaissent, I'll be back, une fois qu'il est replongé dans la lave, le métal ne sait jamais d'être du métal et pourra refaire, non pas une machine, mais une canette ou autre chose. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on nous demande, on nous dit mais il y a combien de canettes recyclées, il y a combien de métal recyclé dans ma canette du coup? Alors on estime qu'il y en a environ 50%, mais c'est un calcul en fait. Parce que la bouteille PET a un problème, c'est qu'il faut absolument la recycler. Mais le plastique, vous savez qu'il y a plusieurs catégories de plastique, on essaie de faire des applications, on va recycler en bouteille, en RPET. Et donc effectivement l'avantage c'est qu'on est capable de dire que dans une bouteille il y a autant de matière recyclée. En fait la canette on s'en fiche, l'important c'est juste de ne pas la sortir de cette boucle infinie et de ne pas mettre votre portable dans votre tiroir, votre canette par terre, sinon c'est de l'aluminium qui est immobilisé alors qu'il peut resservir et retourner dans la boucle. Il retournera dans la fameuse soupe initiale et il fera peut-être votre canette, elle ira peut-être dans votre prochain portable, on ne sait pas. Alors voilà, je vais vous montrer un peu tout ça en vidéo. L'histoire d'une canette. C'est l'histoire d'une boîte boisson, une canette, qui a juste perdu la mémoire. Pauvre petite, avec tout ce qu'elle a fait, elle ne se souvient de rien. Ni de ses aventures au supermarché, ni de sa charmante promenade autour de la ville, ni de la première fois que quelqu'un a bu de sa boisson. Quelles grandes expériences! Mais bien sûr, elle ne se souvient pas non plus de la première fois où elle a été abandonnée. Mais son histoire va-t-elle se terminer ainsi? Avec plein d'autres emballages qui ne savent pas non plus ce qu'ils vont devenir? Est-ce cela le destin qui attend cette merveille de technologie? Un destin aussi tragique? Mais regardez, le métal recommence à prendre forme. Parce qu'en fait, le métal ne cesse jamais d'être du métal. Tu commences à te souvenir? Oui, petite canette, tu as déjà vécu de nombreuses vies. Te rappelles-tu ces glorieuses années alors que tu étais une épée du Moyen-Âge? Tu étais même sur la Lune, bien avant l'homme. Quel bonheur de se sentir utile de nouveau et de vivre une nouvelle vie en tant que canette. Oups, ça y est,
Ça recommence. Hop, voilà. Donc, effectivement, ça vous montre un petit peu ce côté infini. Et ce que disait la narratrice dans la vidéo, effectivement, c'est qu'on a tendance à dire que si on avait instauré, en tout cas, démocratisé le recyclage en même temps que l'homme a su dompter le métal, et bon, on aurait toujours l'épée des Romains dans vos téléphones, dans les canettes, en fait, parce que le métal ne serait pas perdu. Alors, du coup, est-ce que ça en fait un emballage vertueux ? Le métal est un matériau permanent. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et derrière, après, effectivement, le recyclage, c'est une part du travail. Mais comme on l'a vu, il faut effectivement voir dézoomer au maximum pour voir effectivement ces fameux bilans carbone, que vous entendez sans doute, pour voir effectivement les autres avantages à tous les niveaux. Ici, on a un petit schéma de ce qui est capable en fait d'afficher la canette comme avantage, et surtout avantage au niveau du recyclage. On l'a vu, elles sont faciles à recycler. Je refais le comparatif avec le plastique. Le plastique nous rend des services immenses. Le problème du plastique, c'est qu'il y a plein de plastiques. Vous avez des plastiques pour les bouteilles de lait, des plastiques transparents, les eaux, vous avez des plastiques partout. On vit dans un monde de plastique. C'est effectivement une dette un peu qu'on doit à notre environnement, c'est qu'il nous rend énormément de services, mais il y a de gros problèmes à recycler. La canette, c'est une boîte de conserve, c'est pareil, c'est du métal, il n'y a que du métal, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de couche de plastique, il y a du vernis, un peu de peinture dessus. Il y a aussi à l'intérieur des petits films protecteurs, des petits vernis pour protéger effectivement entre le contact alu et aliment, mais c'est tout. Évidemment, ça part un peu en fumée, mais c'est quelques microgrammes à chaque fois. En la recyclant, vous l'avez vu, on évite donc d'aller piocher de la bauxite. Et vous voyez le chiffre de 95%, vous voyez à quel point c'est gagnant-gagnant. On économiserait environ 95% de l'énergie nécessaire dont on aurait besoin avec du métal natif venant de la bauxite. Et après, effectivement, il y a tout un tas, je ne vais pas vous les passer en revue, mais évidemment, l'industrie affiche des taux horaires de production de canettes assez importants, ce qui la rend assez efficace. Et on économise de la matière, on parlait tout à l'heure de canettes de 24 grammes, maintenant 12 grammes. Depuis les années 70, elle a fait que perdre du poids, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'elle protège l'aliment. Et elle continue tout de même à pouvoir contenir jusqu'à 7 bars de pression, c'est plus que dans vos pneus par exemple. Donc il faut aussi toujours garder en tête ce côté initial de l'emballage qui est de protéger l'aliment. Et autre chose dont on n'a pas parlé ici, mais c'est que la canette en fait c'est aussi efficace pour les transports. Parce qu'en fait, la canette à la base, pourquoi elle a un col comme ça? C'est pour pouvoir, on parlait tout à l'heure des empilés, mais on ne va pas faire le voyage jusqu'à la Lune avec ça, c'est simplement pour en mettre un maximum dans un camion. Et oui, les bouteilles à l'ancienne, les bouteilles en verre, elles sont très jolies. Le problème, c'est que c'est un peu une hérésie dans les transports, parce que non seulement ça pèse très lourd, le verre est très lourd, c'est évidemment cassable, chose que la canette et l'emballage plastique aujourd'hui permettent aussi, c'est incassable, mais surtout pour la canette aussi. En termes de transport, c'est efficace parce que vous imaginez un rack de canettes, vous perdez presque aucun espace, là où avec des bouteilles, vous perdez énormément d'espace de par leur forme. Voilà, donc quand on prend ce prisme-là avec tout en considération, l'aspect recyclage, l'aspect matériaux avec l'infinité le côté permanent du métal, plus les transports, on peut parler effectivement de boucle vertueuse. Mais voilà, la problématique qu'on a, c'est la collecte. Il faut absolument qu'on collecte ces canettes, il ne faut pas qu'elles soient perdues dans la nature. Et c'est là où je fais un petit aparté sur ce qui se passe en France au niveau de la collecte et du recyclage. Schématiquement, vous avez deux grands schémas de recyclage qui est instauré en Europe. Soit les schémas dits à point vert, c'est ce qu'on a chez nous, le fameux point vert que vous avez sur vos emballages. Alors si vous regardez, vous verrez ces fameuses deux petites flèches imbriquées les unes dans les autres, c'est un logo qui doit vous dire quelque chose, vous l'avez sur absolument tous vos emballages. Et le schéma à consigne, dont on entend aussi beaucoup parler, qui est souvent pratiqué notamment dans les pays scandinaves. Alors en fait, comme on disait dans certains films, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Les schémas à point vert, comme on a chez nous, en fait, pour vous schématiser, il y a une entreprise qui existe, qui est entre guillemets mandatée par l'État, qui récolte une taxe que chaque metteur sur le marché paye. Coca-Cola, Nestlé, tous les marques qui mettent un produit sur le marché doivent payer ce qu'on appelle le point vert, justement. Et en fait, ce point vert, cette taxe générée, est redistribuée aux villes, donc par exemple ici à Boulogne-sur-Mer ou à Saint-Martin-Boulogne,
et ça sert à financer le tri sélectif. Il y a aussi vos impôts, enfin vous n'en payez pas encore, mais les impôts de vos parents, qui financent la collecte. Et c'est ce qui fait que vous avez des bacs de tri chez vous, et que vous devez sortir votre bac, et il y a toutes les semaines un ramassage qui s'opère, et ça finance en de tri. Et alors l'autre schéma, le schéma à consigne, c'est un peu différent. Là, on va vraiment charger, je dirais, charger la personne, le consommateur, en lui faisant payer une consigne, et c'est ça qui est important. Il ne faut pas oublier que la consigne, on ne vous donne pas d'argent pour recycler, on vous fait payer une consigne en plus. Si votre canette coûte 2 €, elle coûtera 2,50 €, vous aurez 50 centimes de consigne, et c'est une caution. C'est-à-dire que charge à vous de la ramener dans ces par exemple, comme vous voyez à l'image, dans ces fameuses banques que vous avez souvent plutôt dans les supermarchés ou autres, et là on vous rend votre consigne. Alors, ça a plusieurs effets. Effectivement, la consigne par exemple est très efficace en termes de taux de collecte, parce qu'effectivement, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein, on vous fait payer quelques centimes sur chacun de vos emballages, donc si vous ne les ramenez pas, ça vous fait cher à la fin. Et c'est pour ça que ça marche très bien, notamment dans les pays scandinaves. Vous voyez ici, en fait, ce sont les différents taux de recyclage de la canette en Europe. Et effectivement, dans les pays scandinaves, les taux de recyclage sont très élevés. Vous les voyez ici tout en haut, comme en Allemagne. C'est pas un pays scandinave, mais c'est un pays à consigne. Et vous voyez, la France, elle est pour l'instant pas au top. On est à 66% de recyclage des canettes estimé en France. Mais en fait, aucun des situations, que ce soit à point vert ou à consigne, n'est, je dirais, la solution miracle, parce que par exemple la Belgique qui est deuxième, qui n'est pas très chez nous, c'est un pays à point vert. Donc effectivement, ça peut aussi très bien marcher avec cette solution-là. Donc voilà, faites votre choix, consigne ou point vert, il y a différentes solutions. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on arrive à monter ce taux de recyclage. Vous voyez ici sur cette courbe, en fait, en bleu, c'est la croissance du taux de recyclage des canettes en Europe. Vous voyez qu'en moyenne, on est à 75%, donc la moyenne de tous les pays que vous avez vu derrière. C'est pas mal, mais on ne s'en contente pas, hein, il y a 25% encore à aller chercher. Et vous voyez qu'on a des objectifs politiques au niveau de l'Europe à 2030. Il faut recycler absolument 100% des emballages. C'est assez ambitieux, mais il faut y arriver. Si on prend tous les emballages, le plastique, la bouteille en verre, le tétrapack, le carton, en moyenne, on est à 65%. Par exemple, le plastique a de gros problèmes aussi de collecte, hein, il est très bas, le plastique à 40%. La bouteille verre, elle est très bien recyclée. C'est un emballage qu'on consomme de manière un peu moins nomade, justement. Hein. C'est la bouteille de vin, c'est les eaux, etc. Donc on a tendance à avoir une consommation plus raisonnée et donc aussi à la recycler davantage. Et si on fait la moyenne de tout ça, on a 65%. Et je terminerai donc sur le programme Chaque année compte. Donc justement, c'est un petit peu pas la réponse, je dirais, de l'industrie à ce défi de la collecte. Mais en tout cas, nous, la problématique qu'on a sur l'emballage canette, comme je le disais tout à l'heure, c'est le nomadisme. Comme c'est un emballage très moderne, qui ne se casse pas, qui plaît pour pas mal de boissons comme les soft drinks, les bières, les energy drinks, et là on en trouve énormément consommés en hors foyer. Et les 25% qui nous restent à aller chercher, ils sont peut-être là. Et le hors foyer, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous consommez ici, à l'école, c'est ce que vous consommez sur votre lieu de travail, ça va être ce que vous consommez sur l'événementiel, dans la rue. Et c'est là où est toute la difficulté, justement. Et l'autre chose aussi sur laquelle on se bat, et c'est aussi un peu la raison de ma présence ici, c'est qu'en fait la canette elle est un peu dans l'ombre des emballages mastodontes comme le plastique, comme le verre, le tétrapack. Et en fait, finalement, on se rend compte quand on fait des études en France qu'elle est très peu connue. Là, je vous ai listé un petit peu tous les avantages des emballages métalliques. Et vous voyez ici sur les sondages, finalement, 58% des Français reconnaissent que la canette s'est affinée et a perdu de son poids. 40% seulement disent bah oui, elle est facile à recycler, et puis le recyclage des métaux, c'est facile et ça existe en France. Seulement 40% ont cette notion de dire que 80%, en tout cas une grande majorité du métal qu'on consomme aujourd'hui a déjà été utilisé auparavant et sera utilisé par après. Et voilà, vous voyez qu'en fait finalement dans tous les avantages qu'on a, ils sont très peu connus des Français. Donc il faut qu'on communique mieux pour faire connaître ça au plus grand nombre. Alors avec Chaque canette compte, idem, je vous mettrai une vidéo après, je ne vais pas vous détailler tous ces chiffres. Notre mission à nous, c'est effectivement de se focaliser avec nos petits moyens sur le hors foyer,
parce que c'est là où on a un gros impact quand même. À la maison, le tri est bien en place dans la plupart des grandes villes de France, et je dirais que le recyclage des métaux se passe relativement bien. Donc finalement, nous, on va se faire focus un peu sur leur foyer. On produit donc ces fameuses petites box qui sont ici à Saint-Jean, mais qui sont également dans plus de 7000 sites en France, donc des écoles, mais aussi des lieux de travail. On passe par des associations caritatives ou des chantiers d'insertion pour faire cette collecte, parce qu'effectivement, s'il ne s'agit pas de mettre des box, il faut aller chercher après les gisements. Et on est en partenariat avec Citeo, donc le fameux logo que vous avez vu juste avant, donc cette fameuse société responsable du tri en France, qui en fait offre aussi, je dirais, le label de recyclage à nos partenaires qui collectent. À côté de ça, donc voilà, on arrive à collecter pas mal de tonnes sur ces sites-là. Et l'autre action qu'on mène, bah, c'est l'événementiel. On doit communiquer auprès de ces grandes marques que vous connaissez bien pour qu'elles soient le plus responsables possible. Vous avez certainement déjà vu des petites opérations d'échantillonnage. Souvent, ils utilisent par exemple des petites canettes 15 centilitres, des tout petits échantillons. Et nous, on leur dit, mais juste, c'est impossible que vous fassiez ce genre d'animation sans un vrai schéma de tri derrière. Donc, on les accompagne sur maintenant la plupart de leurs grosses opérations. Certains d'entre vous connaissent peut-être la Paris Games Week, hein, le plus grand salon de jeux vidéo en Europe. On est avec Coca-Cola à leur côté parce qu'ils distribuent 300 000 canettes gratuitement là-bas. Donc, impossible pour nous de laisser ça comme ça. L'autre penchant aussi, le dernier point d'action aussi dans leur foyer, c'est la communication qu'on peut faire, notamment sur les réseaux sociaux. Je vous invite à nous suivre notamment sur Instagram, sur Facebook. On fait gagner les PlayStation 5 d'ailleurs, sur nos nombreux concours. On essaye justement de passionner un petit peu les foules sur le recyclage au travers des concours assez sympathiques. Et on a notamment fait une collaboration avec la chaîne YouTube de Une bière et JV, qui, si vous aimez la bière, c'est pas mal ce qu'il fait, vous pouvez aller voir. Je vous montre un peu en vidéo ce que ça donne. Voilà, merci, j'espère que je n'ai pas été trop long. Ah, belle intervention sur le... Tu nous as fait un petit cours. Enfin, je pense que les élèves de STI 2D ont dû revoir des choses dont on a parlé en cours. Voilà, il y en a un qui vient de me dire, monsieur, pourquoi on ne ferait pas un mur comme ça dans l'école? Pourquoi pas? C'est peut-être le prochain défi. Ouais, ça s'appelle le Pixel Can en fait. C'est une animation qu'on met en place. En fait, c'est une œuvre monumentale parce que ça fait 2 mètres de haut sur 6 mètres de large. Et en fait, l'idée c'est qu'on va sur un événement et en fait, c'est une œuvre participative. C'est-à-dire que c'est des canettes qui sont consommées par les gens sur les événements. On peint le cul de la canette. Et en fait, c'est un tableau en pixels. Donc, chaque canette représente un pixel de l'image. Et on fait une œuvre donc éphémère. On fait un logo. Alors là, c'était avec des marques, mais on peut le faire pour un événement. On fait un logo géant, une image géante, et à la fin, toutes les canettes sont recyclées. Ça marche très bien. Vous les peignez sur place comme ça? Alors ça dépend. Ça va dépendre du temps qu'on a. Soit on les peint avant. On prend un gisement qu'on a avant, et puis en fait, les gens mettent une canette à recycler. On leur donne une canette déjà peinte. Si on a le temps, on les peint sur place. En tous les cas, un grand merci, Monsieur De Wever, pour votre présentation sur le programme Chèque Canette Compte. Également, j'espère que chacun d'entre vous, au travers de vos différentes sections, vous avez pu y trouver votre compte. Je pense entre autres au métier de la communication. Vous avez vu l'excellent travail de communication qui est fait au travers de ce programme. Il y a vraiment de très bons exemples à mettre en œuvre et en application. Après, vous avez également dans le contexte, je dirais, plus technique et industriel,
tous les métiers qui gravitent autour de cette démarche. Et pour finir également, encore une fois, la sensibilisation autour de l'économie circulaire. C'est votre problématique, hein, votre génération, vous êtes directement concernés. Donc, monsieur De Wever, on va vous applaudir votre prestation. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va accueillir monsieur Lionel Bruich de Acopal, qui va nous présenter un petit peu l'objectif de son association et sa fonction auprès des entreprises de la région. Donc, on vous laisse la parole. Merci pour votre intervention. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Lionel Bruich, je travaille chez Ecopal, donc association qui travaille sur les sujets d'écologie industrielle et territoriale. Tout d'abord, je suis contre le vin et la bière en canette en aluminium. Je déconne. Et puis, merci pour l'invitation. Ça fait quelques années qu'on se connaît, ça fait peut-être 4, 5 ou 6 ans, je ne sais plus. Voilà. Avant, je travaillais sur les sujets de l'hydrogène. Toujours mes cheveux. On verra dans le temps comment ça se passe. Et donc, je vais vous présenter, je ferai une présentation de ce que fait Ecopal. Donc, nous, on est sur le territoire dunkerquois. Donc, je vais faire une rapide présentation de ce que c'est l'EIT, donc l'écologie industrielle et territoriale. La présentation du territoire dunkerquois et de ce qui se passe là-bas. La présentation d'avant, on vous a montré qu'il y avait des sites industriels là-bas qui travaillaient sur les sujets de l'économie circulaire. Après, Ecopal et les actions qu'on mène. Et puis, on va finir sur une petite conclusion sur ce qui se passe sur le territoire du Boulonnais. Alors, l'écologie industrielle territoriale, en fait, c'est un des piliers de l'économie circulaire. Voilà, dans l'action qui est menée par la région sur REF 3, ça fait partie de ces piliers-là. Donc ça, c'est la définition de l'ADEME que j'utilise jamais. Simplement pour résumer ce que c'est l'écologie industrielle et territoriale, je le résume en développer des synergies entre les acteurs. Donc il y a deux types de synergies. Synergie de substitution, où là on vient faire du déchet de l'un la matière première de l'autre. Et synergie de mutualisation, où là on vient mutualiser des actions, des services, on peut mutualiser des équipements par exemple, sur un territoire. Je vais vous passer une petite vidéo qui présente en quelques minutes l'EIT à Dunkerque et les principaux acteurs qui en parlent. L'écologie industrielle territoriale à Dunkerque a été enclenchée il y a plusieurs dizaines d'années presque. C'est un processus qui date, nous sommes probablement les pionniers. L'EIT contribue à asseoir la politique économique d'un territoire puisque maintenant les sociétés, les entreprises sont de plus en plus sensibilisées aux problèmes environnementaux. C'est-à-dire qu'il y a une volonté des industriels sur le territoire de développer l'industrie autrement. Un des actes fondateurs de cette démarche pionnière a été la création de la société Ecopal, qui est maintenant largement connue en France. Donc on amène notre expertise et puis on fédère l'ensemble des acteurs et puis on fait le lien entre les industriels adhérents à Ecopal et puis les grands projets politiques du territoire. Imaginez que les industriels ne travaillent pas avec les pouvoirs publics, ce serait un non-sens.
l'émergence d'un projet comme Dunkerque, l'énergie créative, on est à l'illustration parfaite. D'abord, ça va apporter de l'emploi, parce qu'en gardant notre tissu industriel, en le modernisant, ça garantit effectivement des emplois. Ça peut permettre aussi demain d'accompagner des implantations industrielles, donc de nouvelles industries, des industries du 21e siècle, par exemple autour de l'éolien, de l'hydrogène, de la chimie verte demain, du stockage de l'énergie également, et donc d'avoir l'implantation de nouvelles industries qui généreront effectivement davantage d'emplois. On a la valorisation des coproduits d'ArcelorMittal, que sont les laitiers sidérurgiques, qui servent à fabriquer un ciment. Et pas n'importe quel ciment, donc un ciment vert, parce que c'est là aussi un ciment qui permet d'économiser 40 fois plus de CO2 qu'un ciment traditionnel. Ça nous permet d'avoir une filière complète d'économie circulaire qui arrive de l'acier, ses coproduits, Ecocène qui transforme ce ciment, le ciment qui est vraiment refait par le BTP, et même, j'irais plus que ça, le ciment qui est mis en application chez ArcelorMittal par le sous-traitant. Donc on a vraiment là un exemple total d'économie circulaire au sein de l'entreprise. Dès 1982, en économie circulaire, nous avons récupéré ce qui s'appelle la chaleur fatale, donc c'est la chaleur qui part aux petits oiseaux, et nous avons, grâce à ça, fait un réseau de chaleur urbain qui permet de chauffer donc, la ville de Dunkerque. On a développé une deuxième phase du réseau dans les années 90 pour continuer à étendre le réseau au niveau dunkerquois. Et finalement, on est en train de démarrer une troisième phase pour chauffer la ville de Grande-Synthe. Le réseau de chauffage urbain avait une problématique, c'est qu'il ne tourne qu'une partie de l'année. Le CVE, lui, tourne toute l'année. En plus, sa demande est importante sur les périodes hivernales, donc il fallait un appoint de chaleur. Donc l'idéal, c'était de se marier avec un industriel local, producteur et consommateur d'énergie. En l'occurrence, les sociétés du site, la société d'Aubry et la société Nord-Estel, puisque nous produisons toute l'année de la vapeur et nous consommons toute l'année de la vapeur. Ce qui fait que nous produisons la vapeur en excédent pour l'hiver et nous consommons en été la vapeur de la production du CVE. Donc tout le monde est gagnant sur le sujet. Les enjeux, c'est de renforcer cette écologie industrielle, de renforcer ce qu'on appelle la toile industrielle sur le territoire, de créer une nouvelle synergie, parce qu'à chaque nouvelle synergie, on renforce la résilience du territoire. Et la première chose, effectivement, je pense à déployer, c'est une organisation du territoire qui soit force de proposition et accompagnatrice de ces industriels qui ont bien compris aujourd'hui l'intérêt de l'écologie industrielle. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà dans cette vidéo. Je vais repartir sur le territoire qu'on appelle Flandre-Dunkerque. Tout d'abord, sur ce territoire-là, on l'a vu, c'est un territoire portuaire, c'est le troisième port de France. C'est aussi un territoire industriel, donc on en a parlé un peu, voilà, il y a de la métallurgie, il y a de la sidérurgie, de la chimie, de l'agroalimentaire. On parlait de Ball Packaging, de Coca-Cola qui est à proximité, voilà, à 100 mètres. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, normalement il y a un petit code barre derrière les canettes et vous pouvez voir si la canette vient de Dunkerque, il y a un petit code, c'est simple, c'est DK. Donc si vous avez une canette avec DK derrière, c'est qu'elle vient de Dunkerque. Donc avec Ball Packaging et Coca-Cola. Alors il n'y a pas que Coca, Coca ils font plein de marques. Après, forcément, il y a la métallurgie, ArcelorMittal aussi, qui fabrique de l'acier. Aluminium Dunkerque, qui produit de l'aluminium. Donc voilà, avec électrolyse, à proximité de la centrale nucléaire. Donc on part sur la partie énergétique. Forcément, il y a la centrale nucléaire sur le Dunkerquois, qui est la plus grosse centrale nucléaire de l'Europe de l'Ouest. Le terminal méthanier, donc aujourd'hui, si vous chauffez au gaz, il faut savoir qu'en France, il y a 20% du gaz qui arrive, qui passe par Dunkerque. En fait, 20% du gaz français et belge passe par Dunkerque.
Et après, voilà, il y a centrale à s'y combiner, ça j'en parlerai après. Et après, c'est aussi un territoire urbain, voilà, il y a des habitants. Et agricole, dans l'arrière-pays, il y a beaucoup de terres agricoles, et donc des synergies aussi sur ces différents coproduits qui peuvent être agricoles ou industriels. Alors ça, c'est une petite frise chronologique, juste pour vous montrer, en fait, alors ça c'est sur le territoire dunkerquois, on aurait pu le faire sur le territoire régional, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait vous êtes sur des territoires qui avancent, hein, qui ont déjà des actions sur l'économie circulaire et l'écologie industrielle, qui datent depuis longtemps. Et voilà, sur le territoire dunkerquois, en fait, on valorise déjà les gaz sidérurgiques d'ArcelorMittal depuis 1969. Donc c'est pas nouveau de valoriser tout ce qui est gaz, chaleur, coproduits. Voilà, vous avez sur cette frise un peu tous les projets. Là on peut voir en 1986 le réseau de chaleur fatale. Aujourd'hui il y a 19 000 équivalents logements qui sont chauffés grâce à ce réseau de chaleur. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant avec voilà, la liaison avec plusieurs industriels, le centre de valorisation énergétique des déchets. Et en 89, voilà, le territoire aussi, c'est le premier à mettre en place le tri sélectif avant même que la loi, du coup, la réglementation de l'oblige. Première centrale à cycle combiné, c'est simplement la valorisation des gaz sidérurgiques. Donc on produit de l'électricité avec les gaz sidérurgiques et on produit de la chaleur qui part dans le réseau de chaleur urbain. Donc l'électricité est consommée par ArcelorMittal et puis voilà, la chaleur par les bâtiments de la ville ou par les habitants. Voilà, on a vu la toile sur la vidéo, le centre de valorisation organique et énergétique. Et plus récemment, alors je ne vais pas aller plus loin sur cette phase-là. Et plus récemment, il y a différents projets. Donc là, en ce moment, c'est vraiment très actif. Il y a beaucoup de projets qui sortent, que ce soit sur le CO2, sur l'hydrogène, sur le recyclage, sur l'économie circulaire. Donc c'est vraiment des filières qui se développent avec des métiers qui ont du coup beaucoup de besoins. Alors, le territoire dunkerquois, forcément, c'est un territoire fortement émetteur de CO2. Je ne vais pas vous vendre du rêve, mais c'est 13,7 millions de tonnes de CO2 par an. Ça représente quand même 72% des émissions de la région de France. Alors là, on parle de CO2 industriel. Hein. Et c'est 20% des émissions de CO2 industriel de France. Donc forcément, ça fait du territoire un territoire où il faut travailler, où il y a des leviers pour aller décarboner le territoire, la région et la France. Donc il y a des études qui ont été faites avec des objectifs de réduction de CO2. Et rien que de réduire de 30% les émissions industrielles du Dunkerquois, ça fait baisser mécaniquement de 20% les émissions de la région de France et de 6% les émissions de la France. Donc ce n'est pas rien. Donc pour ça, voilà, comme je l'ai dit, il y a différentes études qui sont faites. Donc ça, c'est des projets à venir sur des réseaux hydrogène, la production d'hydrogène, de la captation de CO2, de la valorisation du CO2. On peut transformer le CO2 en plusieurs choses. On peut le combiner à l'hydrogène pour faire du méthane. On peut faire différents fuels. Et puis aussi la valorisation de chaleur. On a encore de la chaleur à valoriser. Donc voilà, ça c'est un schéma qui représente l'ensemble des réseaux potentiels sur le territoire dunkerquois. Pour la décarbonation, c'est simple, alors je vais vous sortir seulement un chiffre, c'est 3 milliards d'euros pour 2030, pour décarboner, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc je vais passer dans les rangs, je vais faire une quête. Vous pourrez me donner une petite pièce. Non, vous n'êtes pas trop chaud là, apparemment. Alors ça c'est simple, c'est la gouvernance. Voilà. Pour travailler sur l'UT, il faut pouvoir se parler, il faut que tous les acteurs se parlent, territoire, le monde académique,
les assos, les ports. Voilà, tout le monde doit pouvoir se parler, donc il y a une gouvernance à mettre en place forcément pour que ça se passe bien. Alors nous, Ecopal, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a une association, donc on a été créé en 2001, donc il y a 20 ans. J'étais pas là il y a 20 ans, j'étais pas chez Ecopal. Et donc c'était suite à la volonté de plusieurs industriels de travailler sur ces sujets-là, donc et le soutien du territoire. Et aujourd'hui, voilà, on a des actions qu'on met en place. On est financé avec le soutien des partenaires publics, conseil régional, ADEME et territoire, et par les fonds privés, avec la cotisation des entreprises. Là c'est pareil, si vous voulez donner une pièce, n'hésitez pas. On récupérera les canettes. Donc là c'est les adhérents d'Ecopal. Alors on en a un ou deux sur Boulogne, mais il faut parler avec Boulogne après. Donc, comme je le dis, nos actions, c'est de développer des nouvelles synergies, donc de susciter des nouveaux projets, donc faire du déchet d'un la matière première de l'autre, c'est vraiment ce qu'on doit faire. Et pour ça, il y a des dispositifs qui existent de l'ADEME, de l'État. Donc là, c'est clair que c'est compliqué, il y a beaucoup de choses qui existent, du financement qui existe. Et pour ça, on est là. On oriente les entreprises sur les bons dispositifs pour aller chercher des subventions ou du financement. Donc on est aussi là pour ça, pour avoir des connaissances aussi techniques, des matériaux, connaissance du territoire, des entreprises, de savoir qui peut consommer quoi, qui peut utiliser quoi, et quelle matière peut aller vers quelle entreprise. Alors là, si j'ai bien compris, il y a une filière qui est dédiée à la communication ici. Donc nous sur cette... si on va apparemment. Le UT c'est aussi... voilà, on a beaucoup besoin de communiquer, on a besoin des entreprises. Et donc si on n'arrive pas à les mobiliser, si on n'arrive pas à faire remonter l'info jusqu'à elles, le fait de développer des synergies, ça peut paraître compliqué. Et donc on a ce rôle-là d'animateur local et régional de ces réseaux-là. Voilà, au niveau du Dunkerquois, au niveau de la région et même au niveau national. Et après en termes de communication, on utilise les réseaux, LinkedIn, newsletter, site internet. On peut mettre aussi en avant des projets comme ça a été fait là via des vidéos. On a des événements et puis après on intervient forcément aussi dans des événements, que ce soit local, régional ou national. Et puis on peut être aussi appelé à intervenir pour des magazines ou on a été interviewé par le magazine So Good récemment. Donc voilà, ça fait partie du job de communiquer sur nos actions. Voilà quelques exemples d'événements auxquels on a participé, de revues ou d'études dans lesquelles on a été cité. Alors c'est pas les plus récentes, mais c'est pour montrer quelques exemples. Après on a un rôle du coup d'apporter une expertise et de dupliquer les actions auprès des territoires. Donc il y a des projets par exemple de renouvellement urbain où il y aura beaucoup de déchets de construction, d'actions sur les zones d'activité, donc toujours auprès des entreprises. Donc notre but c'est d'expérimenter, de faire des actions sur certains territoires et après de les dupliquer, par exemple sur le Boulonnais. Et après, voilà, sur les services aux adhérents, donc comme je vous l'ai dit, on a une centaine d'adhérents, on a différentes actions qu'on peut mener. On organise en fait des collectes mutualisées. Donc ça me parle quand on parle de collecte de canettes. Pourquoi pas du coup développer un service de collecte mutualisée de canettes sur le territoire dunkerquois. Pour ça, on s'appuie sur différentes filières, partenaires prestataires qui vont réaliser les collectes. Donc c'est simple, les entreprises s'inscrivent à certaines collectes, par exemple le papier carton. Ils nous appellent, ils nous envoient un mail, bonjour, on souhaite m'inscrire à la collecte de telle date.
Nous, on envoie la liste des participants aux partenaires et lui organise la collecte auprès de ces entreprises. Et du coup, il optimise le transport. Il permet du coup d'avoir un gain environnemental. On s'assure que les filières de valorisation derrière soient locales et vertueuses. Et c'est tout bénéfice pour les entreprises parce qu'il y a aussi un gain économique. Donc voilà, vous avez les différents types de collectes, je ne vais pas m'étaler dessus. C'est à peu près le même principe pour l'ensemble de ces collectes. Et on ajoutera du coup sur cette partie-là la collecte de canettes. Donc après, je vais pas m'étaler sur toutes les autres actions, mais on peut faire du diagnostic, de l'accompagnement d'entreprise. On peut, voilà, comme je le disais, rechercher des financements pour développer les projets. Et on a développé récemment une solution numérique de gestion des déchets pour les entreprises, pour qu'elles soient dans les règles, pour qu'elles gèrent mieux leurs déchets, parce que c'est pas forcément simple pour une TPE, PME de pouvoir gérer ces déchets. Et après, dans les autres actions, on met en application aussi l'EIT dans certains secteurs, par exemple celui du tourisme, où il y a des choses à faire, l'économie circulaire à faire. On a discuté avec le directeur de Boulogne, par exemple, sur les bateaux de plaisance en fin de vie. Il y a beaucoup de bateaux de plaisance en fin de vie qui restent dans les ports, et on ne sait pas trop comment faire pour l'instant. Donc il y a un éco-organisme qui existe. On va travailler avec eux pour développer cette action. Qu'est-ce qu'on fait des matériaux du bateau, de la coque, qu'est-ce qu'on fait des équipements qui sont à l'intérieur. Voilà, il y a plein de questions autour de ça. Hop. Voilà, merci. Et enfin, qu'est-ce qui se passe sur Boulogne-sur-Mer? Vous êtes chez vous. Donc je vous apprends rien sur le fait que ce soit le premier port de pêche de France. En fait, Boulogne Développement, donc c'est l'agence de développement du territoire, a souhaité lancer une étude pour développer une démarche d'écologie industrielle territoriale et du coup développer des synergies entre les acteurs du territoire. Alors, il y a beaucoup de synergies qui se font déjà sur les sous-produits issus de la mer, alors les poissons par exemple. Donc ça existe et c'est très développé sur le territoire de Boulogne. Par contre, voilà, il y a des actions qui doivent être menées sur toutes les autres matières. Et donc du coup, une étude qui est en cours, qui vient d'être lancée le 4 novembre, donc vous avez l'info en premier quasiment. Et du coup, ça concerne toutes les entreprises de la zone Capécure et Ecopa du coup accompagne la démarche du territoire. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, alors je ne sais pas si on fait les questions après ou... on n'a pas fait de questions pour les canettes. Non, c'est vrai. Ouais, parce qu'on a une cabine numéro hein. Il est 11h40, ouais, c'est sûr. Bon, merci beaucoup. Je sais pas si vous avez des questions. Quelqu'un a-t-il une question là-dessus? Non? Bon. Je pense que c'est beaucoup d'informations en même temps, mais en tous les cas, ça leur a permis de découvrir différents aspects de l'économie circulaire. Et il faut savoir que la région s'en préoccupe également. Donc Thierry, là, on va donner la parole à Michael Willem, qui va vous présenter un petit peu ce qu'il réalise. Merci en tous les cas à M. Lionel Bourriche pour son intervention sur l'Ecopal. Donc M. Willem, je donne le micro, à vous la parole. Le temps est compté, je vous fais le mettre du temps. Bonjour à tous. Je vais essayer de faire assez court. Moi j'enseigne en BTS, donc CRFA, mais aussi en bac pro, donc dans l'enseignement technique. Mais j'ai une autre casquette aussi au niveau du centre de formation. Devant l'établissement, il y a un petit logo aussi, c'est AREF de Boulogne. Donc on a un centre de formation au sein de l'établissement qui forme des conducteurs de machines automatisées. Donc là c'est pour le ministère du Travail. Je vais vous faire un petit zoom. Donc non pas sur les canettes, mais là sur la compacteuse qui a été en fait réalisée par les BTS RSE, comme a expliqué Thierry. Donc ce système est maintenant en fait depuis 2017. Donc ici, on l'exploite depuis 2017 pour pouvoir faire passer des compétences d'un titre
donc pour un diplôme, pour la conduite de machine. Alors ici vous avez la version 1 et la version 2. On espère avec les BTS encore développer une troisième version avec un îlot qui est disponible au niveau d'un atelier pour pouvoir produire. On a ici la possibilité donc de préparer, de lancer et d'arrêter la compacteuse. Donc il y a une préparation, il y a l'approvisionnement du poste de travail. Donc là oui, la matière première elle va être utilisée avec donc manuellement soit en alu, soit en acier, ou soit après en fait un changement de format, la mettre en mode automatique. Donc expliquer avec un système de ventouse avec un aimant. Donc ici vous avez la possibilité sur la version 2 d'avoir un IHN qui a été développé par les BTS. Donc là on est dans l'air du temps au niveau du domaine industriel. Vous avez la possibilité donc aussi de réaliser des opérations de production. Donc là il y aura les conducteurs de machines qui vont réaliser suivant en fait un ordre de production une commande. Donc là la matière première a été utilisée, a été compactée et après a été conditionnée pour une commande diverse de clients. Vous avez aussi donc avec ce système la possibilité, donc les conducteurs valident des compétences aussi de contrôle de produits. Là ils vont par exemple contrôler 30 canettes et avec un logiciel ils vont pouvoir voir ici l'état de fonctionnement du système, savoir si elle compresse bien ou si elle a des défauts mécaniques. Alors ça c'est tout des compétences que le conducteur a besoin de valider pour obtenir son diplôme. Il réalise aussi des opérations de maintenance de premier niveau et nettoyage d'une installation. Donc voilà, je tiens à dire aussi que depuis la nouvelle réforme cette année, nous avons des MP MIA, donc des secondes, donc qui sont du métier du pilotage et de la maintenance des systèmes. Donc la compacteuse va être développée dans l'année sur 3 îlots pour pouvoir être utilisée aussi par les secondes années, donc avec l'ancienne réforme des MUI. Vous avez aussi depuis 2017, donc l'intérêt ça a été aussi de pouvoir dans le temps voir si le système fonctionne bien ou pas, avec des propositions d'amélioration en termes de sécurité, en termes de fiabilité, et l'intérêt c'est de quoi? C'est de pouvoir développer avec les BTS RSA aussi, de pouvoir améliorer le système. Donc on a eu notamment l'année dernière les premières années qui ont pu faire donc vous voyez bien sur les canettes, il y a une évolution donc, sur différents formats. Donc le système a pu être fait et amélioré par les BTS première année l'année dernière. Et cette année, on espère dans les demandes que font les conducteurs, c'est d'avoir encore plus d'autonomie sur les postes. On parle notamment de robotisation. Pourquoi pas avoir un système avec des objets aussi connectés sur l'équipement pour qu'on puisse répondre complètement à l'industrie 4.0. Et ce qui est demandé, pourquoi pas une compacteuse version, il y avait une version 3, mais une version 4 aussi, avec une gestion à distance et une mise en service en autonomie du système. Donc voilà, pour revenir sur le centre de formation, sachez aussi, pour vous, élèves, futurs étudiants, on a aussi des BTS qui demandent après une certification spécifique. Donc on a déjà eu des anciens BTS qui viennent au sein du centre de formation à REP pour pouvoir valider des compétences. Donc voilà, je voulais faire juste un petit zoom sur l'exploitation, parce qu'on a aussi avec ce système la possibilité d'exploiter, de valider des compétences au niveau du centre de formation. Et je vais donner la parole à Thierry pour les étudiants. Vous avez vu qu'à 5 jours, on en fait avec un petit truc comme ça. Et depuis des années. Et ça continue et on s'adapte avec la technologie et cette économie circulaire qui est plus que jamais dans l'air du temps et important pour la planète. Alors, on va terminer par la présentation des étudiants de première année de BTS RSA qui vont vous présenter un petit peu comment ils ont mis au point cette machine de manière rapide, puisqu'ils y travaillent depuis le mois de septembre. C'est bien. C'est bien, ils en ont besoin. Alors je peux vous assurer que ça va pas être facile, c'est pas facile pour eux. Moi je les remercie d'avoir accepté le petit défi
vous êtes tous un petit peu dans vos différentes sections, je pense, formés un petit peu à prendre la parole, à présenter un diaporama. Et vous voyez que c'est pas super facile. Déjà, simplement dans une classe avec vos camarades et vos professeurs. Mais là, devant un amphi qui est plein, présenter ce qu'ils vont faire. Voilà, ils se sont entraînés un petit peu hier, mais je peux vous assurer que c'est pas facile pour eux. Et je les remercie vraiment d'avoir accepté le défi. Et c'est très formateur pour eux également. Bonjour tout le monde, nous sommes en BTS CRSA, donc on va vous présenter notre compacteuse qu'on a réalisée en cours avec mes collègues Benoît et Mathias ainsi qu'Alexis et moi-même Benjamin. Donc pour la première partie, nous allons vous présenter la machine et sa construction, donc comment nous l'avons réalisée, ainsi qu'en deuxième partie, l'implantation des composants et comment la machine fonctionne sur sa partie technique. Donc je vais prendre le relais. Donc nous avons un système qui est la compacteuse de canettes qui va agir sur des canettes vides. Donc cette compacteuse va respecter des normes. Elle va être alimentée par un réseau d'énergie en air comprimé et un réseau électrique. Et elle va impacter l'environnement et le tout va être géré par un opérateur. Donc après, cette compacteuse du coup nous a amené à un problème, c'est-à-dire le transport des canettes boissons vides pour les amener au recyclage. Donc du coup, ça nous a amené à réduire le volume des canettes par le compactage, ce qui nous a amené du coup à compacter les canettes, donc permettre de compacter et trier les canettes vides de manière automatique, d'où la compacteuse de canettes. Donc là, sur la gauche, vous pouvez voir la compacteuse automatisée, qui a été réalisée avant celle-là, et ensuite du coup celle-ci que nous avons réalisée qui se trouve devant vous, qui est une compacteuse didactique en fait afin de nous permettre d'apprendre à faire les différents câblages et maîtriser un peu le sujet. Ici, vous avez donc les plans et la nomenclature de montage. Donc, comme vous pouvez le voir à gauche, vous avez la liste des pièces, des différents profilés que nous avons dû découper sur une certaine longueur et de formats différents, ainsi que sur la droite les plans de la machine avec les différents numéros de pièces pour les installer. Donc ça se monte assez facilement, ça prend un peu de temps. Ça se monte littéralement comme des meubles Ikea. Donc pas trop compliqué. Vous avez ici du coup le type de profil que nous avons utilisé. Donc ce sont des profilés Rostrigger avec, comme vous pouvez le voir à gauche, les différentes vis et écrous que nous avons pu utiliser pour les monter. Sur la droite, vous avez un peu un assemblage partiellement assemblé justement pour faire voir comment ça se met en œuvre. Donc là, du coup, on va vous montrer une vidéo en accéléré de la découpe d'un profilé. Donc cette machine se trouve en bâtiment F au niveau des bacs pro. Donc vous avez vu les étaux venir se resserrer afin de serrer le profilé. Et la scie commence la découpe à son rythme. Donc comme vous pouvez le voir, la scie est descendue lors de sa découpe et donc du coup les étaux viennent se desserrer afin de venir récupérer du coup le profilé qui a été découpé. Donc là vous voyez du coup le bâti seul, sans du coup la partie opérative installée dessus, que nous avons monté lors de projets en cours. Et donc une des améliorations apportées au bâti sont les roulettes afin de pouvoir le déplacer beaucoup plus facilement.
Donc ces roulettes, nous avons dû les installer de nous-mêmes. Donc nous avons dû faire une platine et découper les profilés à la façon dont vous avez vu avant, afin de pouvoir les installer correctement. Donc une fois le bâti fini, nous avons pu commencer l'implantation des différents composants, donc notamment avec la partie opérative qui se trouve sur le haut de l'image et la partie commande qui se trouve sur le bas de l'image. Donc pour la partie opérative, elle est composée d'un vérin de 60 mm donc qui permet de pousser les canettes. Ensuite elle est composée d'un tube d'injection, donc comme sur l'animation, donc qui permet de venir y déposer les canettes de différentes tailles. Et enfin, elle est aussi composée d'une butée d'écrasement, donc qui sert à offrir une surface dure pour les différents, pour que la canette puisse venir s'y écraser dessus. Donc à droite, vous avez deux photos. Donc la première photo, elle représente le début du montage, et la deuxième photo montre donc la fin du montage de la partie opérative. Donc là, c'est toujours la partie opérative, avec une animation 3D qui va se fixer sur le bâti. Et à droite, vous avez une vue réelle de cette animation. Enfin, Donc ici, on est sur un système bimanuel. Donc c'est ici où on va tout simplement appuyer pour que la machine fonctionne. Donc on est obligé d'appuyer sur les deux boutons, sinon ça ne fonctionne pas. C'est pour éviter de mettre ses mains dans le système et mettre sa main dans le vérin, parce que ça peut être dangereux. Ici, on a un FRL qui veut dire filtrer, réguler, lubrifier, avec un manomètre juste ici, pour mettre une pression en barre. Donc on va mettre une pression de 6 bars pour que la machine fonctionne. Là c'est un distributeur d'air, donc ça va distribuer l'air dans le vérin sous forme d'énergie pneumatique. Ici c'est tout ce qui est la partie électrique, donc à gauche on va trouver le disjoncteur, au milieu l'alimentation et à droite le transformateur. On passe de 230 volts à 24 volts du coup en alternative. Ici, on a des goulottes, c'est tout simplement ce qui va nous permettre de ranger les câbles correctement et que ça passe propre dans le système. Donc, durant le montage, nous avons réalisé plusieurs essais, notamment à des pressions différentes. Donc, on a réalisé des essais à des pressions de 4 bars par exemple, et on peut voir que la canette ne s'écrase pas. Nous avons aussi essayé à 5 bars, la canette s'écrase des fois correctement. Puis nous avons essayé à 6 bars et la canette s'écrase et peut ensuite tomber dans le bac de stockage qui se situe en dessous. Donc, nous avons procédé à différents calculs afin de déterminer la force nécessaire pour pouvoir écraser la canette. Donc on est tombé à 1860 newtons juste ici. On a divisé par la gravité, donc environ 10, ce qui nous donne 186 kg. C'est-à-dire qu'il faut environ 186 kg pour pouvoir écraser une canette à 6 bars. Voilà, je pense que vous pouvez bien les applaudir. Voilà, c'était pas si dur que ça s'est bien passé. Allez, c'est vrai, j'ai oublié la démonstration, parce qu'il faut montrer que ça fonctionne quand même. Hein. On va donc maintenant faire la démonstration de la machine et son fonctionnement. Donc on va commencer par amener les différentes sources d'énergie sur la machine, donc avec le disjoncteur pour l'électricité et le FRL pour l'énergie pneumatique. Ensuite on active le FRL avec le petit interrupteur. On vient ensuite placer une canette, donc toutes les tailles sont compatibles dans le cylindre. En appuyant sur les deux boutons, la canette va être écrasée. Voilà, donc celle-là, elle écrase. Hein. Comme on peut le voir, la canette a vraiment été compactée au maximum. Donc, si on la compare avec une autre canette, on peut voir qu'on a un gain considérable par rapport à la taille des autres canettes qui ne sont pas écrasées. Donc, pour le transport, c'est forcément plus facile. Ça permet d'économiser sur toute la place. Voilà, bravo. Ouais. Pour terminer, on va
Je vais laisser la parole 2 minutes à M. Fauquet, qui est un des enseignants qui a travaillé sur le projet, parce que c'est lui qui a pas mal supervisé le montage de tout ça. Donc je lui laisse la parole pour qu'il nous donne un petit peu son ressenti. Bonjour à tous. Bon, rapidement, je tiens vraiment à féliciter l'équipe qui a travaillé sur ce projet, parce que c'est pas évident, notamment en termes de temps, parce qu'il n'y a pas que ça à faire, il y a les cours à côté. Donc ça, on n'était pas, c'était un objectif de terminer avant cette présentation. Et voilà, on arrive aujourd'hui avec un système qui fonctionne, une équipe qui a appris pas mal de choses, je pense, au fur et à mesure du montage du système et des différentes études qui ont été faites. Donc vous pouvez vraiment les applaudir et vous voyez qu'on peut faire de belles choses à Saint-Jean. Voilà, je pense qu'on est pile dans le timing. Je ne sais pas à quelle heure il est, mais il doit pas être loin d'être midi. Incroyable. Donc on va remercier forcément nos 2 intervenants vedettes, Lionel Boris et Lucien Debeyer. Et puis j'espère que vous avez tous et toutes dans vos différents domaines appris beaucoup de choses. Et je compte sur vous pour ramener les périmètres dans l'établissement. Les conteneurs seront disposés un peu partout et surtout dans le couloir de l'atelier des BTSC RSA, vous verrez, il y aura une rampe de conteneurs dans lesquels vous pourrez déposer tout ça. Merci et bon appétit.